À un moment donné, tu parlais du système nerveux qui serait le siège de l'âme. Donc je voulais savoir ce que ça veut dire pour toi. Le système nerveux, c'est l'organe le plus sophistiqué du corps humain. Donc on parle du système nerveux central, c'est ce qu'on connaît le mieux, hein. On dit souvent le cerveau, la moelle épinière, ça c'est le système nerveux central. Et puis il y a un système nerveux périphérique qui est en fait tous les réseaux de nerfs et de neurones qui couvrent la totalité du corps humain jusqu'aux extrémités. Donc on a ce système nerveux qui est le centre de contrôle, et c'est pour ça qu'il y a une proximité immédiate avec l'âme, c'est que l'âme est spirituellement le centre de contrôle de l'expérience vivante. Et dans le corps, ce qui correspond au centre de contrôle spirituel, le centre de contrôle physique, c'est le système nerveux central, c'est le cerveau. Donc il y a une proximité immédiate, c'est-à-dire le cerveau et l'âme, c'est, on va dire, comme ça pour faire simple, c'est la même chose, sauf que j'appelle ça, je dis que le cerveau, tout le système nerveux, mais principalement le cerveau, en tant que centre de contrôle, est le siège de l'âme, dans le sens où c'est vraiment le point de jonction de l'incarnation. C'est là où l'âme va tenter, dans l'émergence, d'opérer quelque chose, d'incarner des choses. Donc si le cerveau fonctionne, on va dire, de façon ouverte, l'âme est capable de, c'est ce que j'appelle l'émergence de l'âme, elle est capable de générer à l'intérieur du cerveau des nouveaux circuits d'apprentissage. J'en ai parlé quand je parlais de cultiver l'amour et de comment l'amour va s'incarner à partir du moment où le corps humain, et donc en particulier le système nerveux, est capable de structurer les circuits qui permettent l'expression à travers le système nerveux, qui permettent l'expression de l'amour. Et quand les circuits ne sont pas là, quand ils sont limités, quand ils sont défaillants, quand ils sont inexistants, il ne peut pas y avoir expression. On peut avoir une idée de l'amour, mais on ne peut pas l'exprimer. L'âme, au moment de l'incarnation, on va dire, vient s'asseoir, c'est l'idée du siège, c'est le trône, elle vient s'asseoir sur le système nerveux, et évidemment sur la totalité du corps, par extension, mais c'est d'abord dans le système nerveux central, et c'est l'âme qui est l'opératrice du centre de contrôle. Il n'y a pas d'activation du cerveau sans âme, et il n'y a pas d'incarnation de l'âme sans cerveau. Pratiquement tout ce qui nous concerne au niveau sensation, au niveau symptômes, au niveau phénomène physiologique, a un rapport avec le système nerveux. Or, dans la médecine classique, on ne voit pas les choses comme ça. Un médecin parle très rarement à son patient du système nerveux. Et pourtant, le patient vient peut-être avec une sensation déplaisante. Simplement, on va l'envoyer à un spécialiste de la zone où la sensation est déplaisante. S'il a une sensation nerveuse dans le genou, on va l'envoyer chez quelqu'un qui répare les genoux. Donc, il y a quelque chose dans le système, hein, je suis un tout petit peu ironique, il y a quand même quelque chose dans le système qui fait qu'on ne prend pas en compte le centre de contrôle, qui est à l'origine de 99,9% des sensations qu'on a. Quand on comprend ça, on a de façon autonome un regard un petit peu différent sur nos sensations, parce que au lieu de se dire mon Dieu, j'ai une sensation nouvelle à tel endroit dans le corps, est-ce que, est-ce que je dois aller voir un médecin de cet endroit? Si le système nerveux peut produire des sensations très intenses au niveau de la poitrine, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui vont aux urgences ou qui vont voir un cardiologue parce qu'ils ont une sensation nerveuse dans la poitrine. On nous explique très peu que cette sensation dans la poitrine, c'est une sorte d'irradiation des nerfs dans cette zone-là pour des raisons particulières qui appartiennent à l'intelligence du corps, et que ces irradiations n'ont rien à voir avec le cœur, même si ça se rapproche de cette zone-là. Et qu'est-ce que ça change? Il faut, pour que ça change quelque chose, faire la connexion avec l'âme. Fondamentalement, ce qui se passe dans le chemin de vie, c'est que l'âme tente une émergence, essaye de manifester, d'irriguer à travers le corps
des valeurs qui ne sont pas incarnées, comme l'amour dont je parlais tout à l'heure. Or, le corps n'est pas fluide, il est résistant. Et la tentative d'émergence de l'âme, à chaque fois qu'il y a une émergence de l'âme, un processus d'émergence, une forme de guérison, en fait, pas une maladie, le corps a des tiraillements. Et c'est d'une façon très globale, je ne dis pas aux gens de ne pas aller voir leur médecin, mais d'une façon très globale, c'est toujours ce qui se passe. C'est-à-dire on est dans un processus de guérison globale dans notre chemin de vie, on est là pour ça, on est là pour cette émergence, mais l'âme, c'est une réalité, la nature profonde de l'être humain est infiniment fluide, le corps est infiniment solide. Et c'est le rapprochement de ces deux qui crée les tiraillements. Et un mal de tête, même s'il est placé, il se manifeste à un endroit inattendu ou différent d'habitude, c'est pas forcément qu'il y a un problème supplémentaire dans notre vie ou qu'une tumeur vient d'apparaître quelque part, ce genre d'affolement qu'on peut avoir assez naturellement parce qu'on est ignorant de tout ça. Quelque chose est déplacé, quelque chose est bougé, l'âme se ferait un chemin, elle est en train d'émerger. Elle voudrait, et c'est un processus qui peut être pénible par moments, mais qui est laborieux, qui prend du temps, elle voudrait, en quelque sorte, se manifester son potentiel total complètement. Si tu veux, on a une vision déjà généralement très fragmentée, comme tu dis, il y a le dos, le cœur, donc on voit l'organe. On n'a pas cette vision centrale. Et toi, tu rapproches cette vision centrale de la démarche spirituelle, de l'émergence de l'âme. Quelque chose qui pourrait venir, tu vois, c'est de dire, quand même, c'est un peu dangereux. Ça veut dire que dès que j'ai un truc, alors je visualise dans ce processus de l'émergence de l'âme. Et donc, je ne cours pas chez le médecin comme je fais habituellement, quoi. Les sensations ne méritent pas toujours autant d'attention qu'on leur en donne. On peut vivre une journée avec différentes sensations et ne pas s'en inquiéter. Maintenant, l'autre extrême, ce serait de ne pas du tout s'en inquiéter, mais ce que je suis en train de dire, c'est un peu le contraire. C'est d'apprendre à discerner et on peut le faire assez vite. Je pense que quelqu'un qui est très attentif, en 1 ou 2 ans, peut avoir une connaissance, peut reconnaître des symptômes qui sont profonds et qui correspondent à des organes spécifiques ou des manifestations qui demandent une attention particulière. À ce moment-là, on va voir le médecin, on fait des analyses, ça arrive. Mais ce n'est pas la même manifestation que ces 99% de sensations qui n'ont pas la même densité et qui sont dues au processus de régulation permanent qui se produit à l'intérieur du système nerveux. Dans son autorégulation, dans son processus de guérison, parce qu'il y a beaucoup de réparations qui se produisent à cet endroit-là, parce qu'il y a beaucoup d'impacts de notre vie, des mémoires, des traumatismes, etc., qui sont, à travers toute une vie, en train de se manifester pour essayer de se rééquilibrer. C'est un processus autonome, ce n'est pas un processus qui demande un médicament chimique pour l'aider ou quoi que ce soit d'autre. Donc à partir du moment où on a conscience qu'une quantité considérable de processus se font tout seuls, de façon autonome et n'ont pas besoin de nous, ils ont juste besoin qu'on soit confiant et qu'on n'essaie pas de les contrôler systématiquement par de la médecine chimique. Donc on ne peut pas être en paix si on a une sorte de conscience morcelée de tous les aspects du corps, comme des menaces. J'aurais aimé savoir, par exemple, quand tu parles des nouveaux circuits pour incarner l'amour ou pour incarner les valeurs que l'âme vient incarner. Est-ce que toi, tu dirais que tu as des expériences qui justifient cette foi, ou est-ce que c'est une foi basée sur une intuition ou... Est-ce que tu vis quelque chose dans ton corps qui te fait penser que cette intuition, elle est juste ? C'est-à-dire que tout le monde vit ça dans son corps. C'est-à-dire le principe des circuits d'apprentissage, comme je les appelle, c'est un principe universel. On prend souvent l'exemple d'apprendre à faire du vélo quand on est petit. Quand on apprend à faire du vélo, au moment où on le fait, le cerveau n'est pas éduqué à ce fonctionnement-là et ne sait pas tenir debout sur 2 roues.
Parce que ça demande, c'est très particulier comme phénomène, ça demande une attention, une confiance, un sens de l'équilibre, ça demande à mobiliser des capacités qui sont là potentiellement, mais qui ne sont pas incarnées. Ce qui est important dans cette histoire-là, ce qui fait que la première fois où l'enfant, ou en tant qu'enfant, on a réussi à tenir sur 2 roues, à partir de ce moment-là, on a su le faire pour le restant de notre vie. C'est-à-dire qu'une marque particulière, un point de repère particulier, c'est installé dans le système nerveux, dans le cerveau, en l'occurrence ce que j'appelle un circuit d'apprentissage. Il y a un circuit d'apprentissage spécifique dans une région du cerveau qui correspond au fait de tenir debout sur 2 roues sur un vélo. Donc tous les apprentissages, quels qu'ils soient, ont un circuit correspondant dans le système nerveux. Peut-être pas seulement dans le cerveau d'ailleurs, puisqu'il y a des circuits de neurones dans les intestins aussi, etc. Et donc, l'incarnation d'une valeur, d'une capacité, se fait par un circuit. Et c'est pas seulement apprendre à faire du vélo, c'est aussi apprendre, par exemple, à communiquer avec l'autre, à communiquer avec un autre être humain, ou avec un animal ou une plante. Quand on apprend à communiquer, à un moment donné, ce qu'on ne sait pas faire, on sait le faire. Ce qui nous était étranger, qui nous faisait peur, qu'on voyait les autres faire sans savoir comment ils faisaient, à un moment donné, parce qu'on nous pousse, parce qu'on se pousse tout seul à le faire, on franchit cette peur, qui est la première limite, et s'inscrit un circuit d'apprentissage. Ultimement, la plus belle incarnation, c'est celle de l'amour. C'est-à-dire que c'est un circuit qui est quasiment inexistant ou trop partiel pour l'instant dans l'expérience humaine. On saurait aimer, on pourrait s'aimer les uns les autres si ces circuits étaient véritablement incarnés dans le système nerveux. Donc l'âme en permanence, parce qu'elle n'oublie pas son chemin de vie, même si nous, en tant que personnage social, on se perd et on oublie le chemin de vie, l'âme ne l'oublie pas. Elle ne l'oublie pas, ce qui veut dire qu'on peut considérer qu'en permanence, elle est dans son programme de matérialisation, d'incarnation des grandes valeurs comme l'amour. Et donc dans ce processus-là, il y a évidemment beaucoup de bouleversements qui se produisent à l'intérieur de notre expérience intérieure, physiologique, de nos ressentis et donc de nos sensations. Il y a beaucoup de bouleversements parce que le circuit d'apprentissage, à partir du moment où il s'inscrit, il change la vie de quelqu'un. Il change la vie de cet être incarné qui a développé une capacité radicalement nouvelle, que ce soit le vélo ou aimer. Donc ce bouleversement crée des sensations, par exemple, pour revenir à ce que je disais au début sur l'impression de menace qu'on peut avoir dans le corps. Comme si le corps s'ajustait un peu partout pour s'ouvrir à cette nouvelle... Oui, voilà, c'est une sorte d'ajustement ce que je disais un tiraillement, c'est encore mieux d'appeler ça un ajustement. C'est un ajustement permanent et qui est prolongé, qui n'est pas, c'est pas 5 minutes pour le vélo. Quand je dis le moment où on tient debout sur les 2 roues, même l'impression du circuit d'apprentissage se fait et s'intègre, en particulier la nuit, avec le travail de synthèse à l'intérieur du corps, comme j'en parlais une fois, ça s'intègre progressivement. La capacité peut s'améliorer, le circuit va s'affiner. Et donc on a un système nerveux qui est capable de manifester, peut-être pas d'une façon infinie et absolument parfaite et lumineuse, mais le système nerveux humain peut manifester beaucoup plus que ce qu'il manifeste aujourd'hui, à partir du moment où on laisse l'âme émerger à l'intérieur du corps. Ce processus avec ma représentation des strates de l'être, dans le processus où on a 6 strates, à partir de l'âme, l'intuition, le sentiment, les émotions, les sensations justement, et le mental, on peut dire que, en fait, toutes les strates sont des niveaux de solidification de l'âme. Donc il n'y a pas de vraie distance, de vraie séparation entre l'âme et le cerveau. Il n'y a pas de vraie distance entre l'âme et le système nerveux humain. Mais en même temps, dans ce jeu de l'incarnation, comme on le voit, c'est quand même
La strate la plus profonde, c'est l'âme, c'est la plus fluide, c'est la plus immatérielle, et elle tente quelque chose qui est un défi, c'est d'amener à l'intérieur de ce qui est le plus solide quelque chose d'infiniment fluide, comme l'amour. Et donc en tentant ça, elle produit ces ajustements dans le corps, et je pense qu'on peut vraiment dire que c'est 24 heures sur 24. Ce qui montre aussi l'amplitude du travail, c'est-à-dire tout ce qui doit être fait pour qu'il y ait cette expérience se produise avec tout ce qu'elle a de mystérieux et d'apprentissage pour l'âme elle-même. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour prendre soin de son système nerveux ou pour encourager cette émergence? Par exemple, la pratique de la méditation, par exemple la descente des strates de l'être, comme je le propose, c'est une action intérieure, un processus intériorisé qui a un effet sur le système nerveux, qui a un effet positif évidemment, qui le réaligne, l'apaise, etc. Il y a d'autres processus qui peuvent entraver le fonctionnement harmonieux du système nerveux. Parce que les stratégies comportementales du personnage social, elles sont fatigantes. Elles tendent toujours à saturer le système nerveux d'une pression. Donc déjà ça, prendre conscience de la faille, c'est une aide pour le système nerveux. On entretient la division, on entretient des conflits, même intérieurement, même tout seul, avec les autres. Et cette tension intérieure du conflit, du non-amour, est aussi un problème pour le système nerveux. Et prendre soin du système nerveux, c'est éviter d'entretenir les conflits, par exemple. Tu parles de l'amour. Est-ce que tu vois d'autres valeurs que l'âme vient incarner et qui passent par le cerveau, le système nerveux, ou qui ont besoin de ce support pour s'incarner? Oui. Mais toutes les valeurs ont besoin du système nerveux. Le système nerveux, c'est tout. Les grandes valeurs, c'est la compassion, la joie simple d'être vivant. Ce sont des valeurs qui ont besoin d'espace, d'expansion dans un système qui est plutôt crispé et contraint d'habitude. Donc, quelles que soient les grandes valeurs spirituelles auxquelles on peut penser, j'en cite quelques-unes, mais on peut en trouver d'autres, elles s'incarnent, c'est-à-dire ça ne peut pas être que des pensées, des idées, des idéaux. Ça doit être quelque chose, une réalité vivante, on appelle ça. Quelque chose qui est vécu de façon authentique. Ce qu'on ressent, c'est bien de l'amour, c'est pas l'idée de l'amour. Ce qu'on ressent, c'est bien de la compassion, c'est pas je fais un exercice intérieur où je fais vaguement semblant, selon une sorte de méthode Coué, de m'ouvrir à l'autre alors que je suis fermé. C'est une réalité vivante, c'est vécu jusque dans le corps. On éprouve à l'intérieur du système nerveux, on éprouve à l'intérieur de tous les organes, du coup, par rebond, on éprouve la valeur. Donc c'est ça le sens de l'incarnation. C'est que dans notre expérience, pour dire qu'une réalité est une réalité vivante, elle doit être comme inscrite sous forme de circuit d'apprentissage, c'est une façon de le dire, ça doit être comme inscrit dans ce corps. Pas pour le bénéfice du corps, curieusement, parce que lui va disparaître un jour, mais pour le bénéfice de l'âme qui apprend quelque chose à travers ce processus déterminé d'incarnation des valeurs dans ce monde. C'est mystérieux, hein, cette nécessité pour l'âme de s'incarner, pour apprendre. Mais en fait, je ne sais pas si c'est une extrapolation de ce que tu dis, mais on pourrait dire que l'émergence de l'âme a le pouvoir de transformer la matière aussi. Oui, c'est ça. On peut dire que ça modifie la matière. L'émergence de l'âme est une façon de modifier la matière, et dans le mystère dont tu parles, il y a probablement quelque chose qui dépasse même le bénéfice pour l'âme individuelle. C'est-à-dire que c'est fondamentalement, ça c'est un autre sujet plus vaste mais qui est important aussi, c'est fondamentalement le jeu de l'âme universelle, qui a donc des projets qui ne sont pas juste pour le bien-être d'un être incarné. C'est ça aussi, mais c'est pas que ça.
Donc la modification de la matière, ça fait partie aussi d'un grand plan, d'un grand projet. On a conscience aujourd'hui qu'il existe ce qu'on appelle l'intrication quantique, des connexions dans la matière, même sur des millions d'années-lumière, des connexions instantanées entre deux points de réalité matérielle, et avec des effets. Si on modifie quelque chose dans la matière à un endroit, on le modifie à des millions d'années-lumière aussi. Et donc à plus forte raison, on se rend compte que dans notre corps humain, quand l'âme modifie quelque chose au niveau du cerveau, elle le fait sur d'autres régions du corps. Et c'est pour ça qu'une sensation au pied, à un endroit particulier du pied, peut être tout à fait en rapport avec l'incarnation de l'amour qui est en train de s'inscrire quelque part dans le cerveau aussi. C'est pour ça qu'aller voir un podologue à ce moment-là n'est pas forcément très intéressant. Ouais, c'est un renversement de la façon de vivre ce qui se passe dans le corps, quoi. Ouais. Et je pensais quelque chose par rapport aux valeurs tout à l'heure, les valeurs que l'âme vient incarner. Alors je pensais à la translucidité, par exemple. Est-ce que ça fait partie de ces valeurs-là? Oui, c'est-à-dire que ce que j'appelle translucide, c'est le fonctionnement d'un être humain qui laisse passer à travers son corps, à travers son comportement surtout, qui laisse passer les grandes valeurs spirituelles. C'est-à-dire il les laisse passer à partir du moment où elles sont incarnées. Donc elles se manifestent, elles se montrent comme des réalités vivantes dans son interaction, sa relation avec les autres. Et cette relation-là est translucide, c'est le moment lumineux de l'existence, c'est le moment où l'être humain euh, irradie, exprime des choses qui sont tenues euh, à l'écart quand il n'y a pas cette conscience spirituelle et souvent quand il n'y a pas de démarche. Si j'ai des pensées négatives sur quelqu'un ou si j'entretiens un conflit extérieurement, dans ce que tu dis, ça aurait un effet aussi sur mon système nerveux, quoi. Ah oui, c'est immédiat. D'ailleurs, on se rend compte qu'une pensée négative a un effet immédiat sur le système nerveux. Simplement, on s'en rend compte d'une façon un petit peu confuse et on n'est pas très attentif à ça. Il y a des douleurs, des contractions, il y a des sensations déplaisantes qui viennent du système nerveux à cause d'une pensée négative. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le fait d'entretenir le conflit, ce n'est pas prendre soin du système nerveux. Même si on pense y trouver une nourriture, parce que l'histoire du conflit intérieur, un scénario mental qui se déploie dans le conflit avec quelqu'un avec qui on a des comptes à régler, ça semble apporter une sorte de satisfaction. C'est comme si ça apaisait une sorte de colère, mais ce n'est pas le cas. Ça met une pression sur le système nerveux dans ce scénario imaginaire et ça entretient un flux nerveux ou un influx nerveux qui a des conséquences qui créent des dommages. Concrètement, ça crée une tension. Ça crée, le système nerveux, il véhicule des informations. Bon, là, je reprends des termes scientifiques. On pourrait sans doute trouver mieux que de dire ça. Mais c'est comme un, un, un réseau qui transporte des pépites de signaux, des signaux lumineux ou moins lumineux, et que ce réseau est évidemment plus harmonieux, plus fluide quand les pépites sont lumineuses, et il l'est moins quand les pépites sont plus dures et plus noires, plus sombres. Ce sont des réseaux qui sont beaucoup plus fins, presque comme des cheveux par endroits, ou plus fins que ça encore. Et à l'intérieur de ça, c'est pas du sang qui circule, c'est une information immatérielle, un message de l'âme. Et donc ce message-là, il peut rencontrer une difficulté, un obstacle, qui est dû à la tension particulière que l'être humain, à ce moment-là, est en train de vivre à cause d'une pensée négative, d'un conflit entretenu. Le conflit, c'est pas un message de l'âme, c'est typiquement un message du personnage social qui est insatisfait dans ses attentes, etc. L'âme n'a pas de conflit. Par nature, elle est toute ouverture. C'est ce que j'appelle le lieu de toutes les résolutions, justement, pour cette raison-là. Et beaucoup des phénomènes qui se produisent dans le système nerveux sont moins dramatiques que ce qu'on croit. On vit beaucoup de choses intenses, même émotionnellement, et c'est pas parce que c'est intense
que c'est mauvais. Dans le corps humain, les processus sont vécus de cette façon-là, souvent sous forme d'obstacles, de tiraillements, de blocages passagers, etc. Quand on a compris ça, on accepte mieux certains de ces processus, parce qu'autrement c'est difficile, ça n'a pas de sens, c'est absurde, c'est pesant, c'est trop répétitif. Donc pour alléger un petit peu la façon qu'on a d'analyser et d'accepter ce qu'on vit dans la vie quotidienne, c'est important de comprendre la place du système nerveux spirituellement dans un processus d'émergence des valeurs, ce qui est notre chemin de vie, ce qui est le sens même de notre existence. Pour moi, ce que tu dis, c'est un renversement complet de la façon dont on voit les manifestations du corps habituellement. Je crois qu'on a une intuition qui est la première émergence de l'âme, c'est l'intuition, c'est le premier murmure de l'âme, et ce murmure nous dit « j'ai le sentiment que je suis là pour quelque chose de particulier. Je ne suis pas juste un bloc de chair aléatoire qui, au hasard des événements de la vie, va plutôt s'en tirer plus ou moins bien. J'ai quelque chose à vivre en tant qu'âme, et je suis venu pour ça. » Si on a cette intuition-là, on a envie d'aller au bout de ce programme-là. On n'a pas envie d'être que distrait, de se soumettre à la civilisation des loisirs qui essaie de nous faire passer le temps en attendant la mort. On a envie d'être dans le programme. Donc ça, c'est l'impulsion, le désir, l'aspiration la plus fondamentale. Et c'est ça qui fait, à mon sens, qu'on a tendance à s'engager, à vouloir s'engager dans une démarche. On est là dans un processus qui est immense, qui est cosmique, où le plan dépasse ce qu'on est en tant que petite fourmi isolée dans la fourmilière et dans le grand univers. C'est qu'il y a quelque chose qui est vécu à travers nous aussi, qui se manifeste à travers nous et qui crée des tiraillements justement à cause de l'ampleur du projet cosmique. Parce que quelque chose est plus grand que nous et œuvre à travers nous et on n'en a pas conscience parce qu'on n'a pas le manuel de ça. On vient apprendre sans manuel. Sans l'intuition de ce genre de phénomène, c'est difficile d'avoir envie d'abandonner ces petites colères, ces petites mesquineries. Quand on commence à avoir cette intuition, ça devient beaucoup plus évident. On a envie d'être participant, d'accompagner, c'est le processus d'accompagnement dont je parle. On accompagne l'intelligence du vivant à travers soi. Quand on comprend le fonctionnement du système nerveux, on a une nouvelle façon de voir les choses. Comment le système nerveux est le siège de l'âme et que donc il s'y passe des choses qui sont en rapport avec un processus de guérison, parfois de réparation. Quand le système nerveux se répare, parce qu'il fait ça tout le temps, tout seul, la nuit en particulier, mais pas seulement. Quand il se répare, il y a des manifestations sur différents niveaux. Il y a les sensations dont je parlais, mais il peut y avoir aussi des pensées, des émotions. Dans le même moment où il y a une sensation, une émotion particulière, même légère, ou une pensée spécifique vont se manifester. Si on considère ces symptômes-là comme on les considère d'habitude, si la pensée est négative, on va aller voir un psy qui va essayer de trouver un rapport entre la pensée et puis notre enfance, par exemple, alors que c'est un processus de réparation automatique qui est en train de se produire à l'intérieur du système nerveux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, et ça n'a rien à voir avec notre enfance, ou ce que nos parents nous ont fait quand on était petit. Le généraliste, le spécialiste, le psychologue ne vont pas pouvoir forcément localiser la cause, entre guillemets, problématique de ce qui est en train de se passer, parce que d'abord il n'y a pas de problème, et qu'en plus c'est une réparation qui est en cours. Il faut presque surtout ne pas la toucher, la laisser faire. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est souvent que c'est un peu long. Et les processus de réparation dans le corps humain, l'émergence de l'âme et l'incarnation sont des processus qui prennent du temps. Et ça aussi, c'est un élément à garder à l'esprit quand on vit quelque chose, de toute façon, ça prend du temps. Une intuition qui nous dit, on est là pour un processus intelligent, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait, qui n'est pas notre propre intelligence, c'est pas nous qui animons les mécanismes dans notre corps, c'est pas parce que
on met de la nourriture dans sa bouche que c'est nous qui provoquons la digestion. C'est pas parce qu'on a un rapport sexuel et donc en conséquence un enfant que c'est nous qui faisons grandir véritablement l'enfant à l'intérieur du corps. Et tout est comme ça, c'est-à-dire l'intelligence du vivant, elle est à l'œuvre en permanence. Et si à chaque fois qu'on a une sensation, on pense que ça c'est notre éducation, je pense, hein, une grosse lacune dans l'approche médicale binaire et classique, c'est que finalement ce qu'on nous dit, la façon dont on traite les symptômes, c'est attention, tout est menace. Il suffit d'aller dans un cabinet, une salle d'attente de généralistes aujourd'hui, on regarde les affiches, attention les jeunes, ne vous embrassez pas parce qu'il y a telle maladie que vous allez avoir, tout est menace, même le rapprochement entre deux êtres humains aujourd'hui est une menace. Et donc avec ces menaces-là, c'est pas difficile de devenir hypocondriaque parce qu'on nous a appris à tout interpréter comme des menaces. Ça peut s'inscrire dans le corps aussi, ça. Et ce qui se passe, c'est que par moment, on sent à l'intérieur de soi que ce nouvel apprentissage de fonctionnement est en train de se structurer dans le système nerveux parce qu'il y a comme des grâces. Un matin, on se réveille et on est libéré du grief. On voit quelque chose dans la relation avec cette personne avec qui on avait un problème insoluble, complètement enquisté, bloqué, on voit qu'en réalité on l'aime, par exemple, ou au minimum que ça devient simple. Et ça peut se refermer derrière. Mais dans ce moment d'ouverture, on sait qu'il existe potentiellement une possibilité d'être plus ouvert, mais c'est pas incarné. Donc ça va se refermer, c'est un peu comme l'enfant sur le vélo qui commence par tomber, il tient, il dit papa regarde j'y arrive, et puis il tombe. Donc il est bien arrivé, il a eu une grâce, il y est arrivé 5 secondes, mais il perd son équilibre parce qu'il ne sait pas comment maintenir ce point d'équilibre, cette grâce. Comme nous, souvent dans le conflit avec l'autre, on ne sait pas comment maintenir la grâce de l'ouverture et de l'amour. Quand on commence à le sentir, c'est que le circuit d'apprentissage s'est intégré. En fait, tout être humain peut témoigner du fait qu'à un moment donné de sa vie, il a lâché certaines choses et qu'il a l'impression que ça s'est inscrit, ce lâcher-prise s'est inscrit dans son, peut-être il dirait pas forcément système nerveux, mais dans son cœur ou dans sa vie, que ça s'est vraiment inscrit puisque il n'a plus besoin de travailler dessus. Pour qu'une expérience puisse être répétée, il faut qu'il y ait un point de repère. Une expérience incarnée puisse se répéter, il faut qu'il y ait un point de repère. Le point de repère, c'est ce que j'appelle le circuit d'apprentissage, quelque part dans le cerveau. S'il n'y a pas ce point de repère, il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout réapprendre. Comme quelqu'un qui aurait une blessure d'ailleurs au cerveau, une zone du cerveau qui serait endommagée, il peut avoir, du coup, il peut réaliser à quel point cette zone du cerveau avait des points de repère qu'il n'a plus et que certains fonctionnements doivent être réappris ou peuvent être perdus parce que le système nerveux ne peut plus manifester certaines valeurs, certaines capacités, comme je disais, ou certains comportements plus raffinés. Et nous, en tant qu'êtres humains aujourd'hui, on est encore assez primitifs. Et ce qu'on veut essayer de manifester, c'est des grandes valeurs. Je veux dire, on n'en sortira pas sans... l'espèce humaine ne va pas s'en sortir telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Elle est partie pour avoir la destinée des dinosaures si on ne manifeste pas de l'amour. Vraiment. Ce qui est la seule chose qui nous intéresse parce qu'on est mu par la nostalgie de l'amour. Mais on l'oublie ou on ne sait pas comment le manifester. Donc pour manifester cet amour qui est vraiment la valeur, la qualité la plus raffinée pour un être humain, il faut qu'on cultive l'amour. Cultiver l'amour, c'est comme faire du vélo. C'est apprendre à privilégier les valeurs, les comportements, certaines formes d'attention qui sont en rapport avec l'amour, plutôt que le conflit, par exemple. Donc la conscience de la faille, ça permet ça, parce que on amène l'attention sur un fonctionnement central du personnage social à l'intérieur de nous, qui est lié à la demande d'amour, curieusement, mais qui en même temps se manifeste comme des stratégies qui sont diviseuses et qui
qui ne rendent pas service au système nerveux. Le système nerveux qui irrigue toutes les parties du corps. Est-ce que cette irrigation a le pouvoir de changer le fonctionnement d'un organe, par exemple? Est-ce qu'il a le pouvoir de guérir le dysfonctionnement d'un organe? Parce que c'est par là que l'organe reçoit des informations du centre de contrôle. Donc effectivement, l'information peut créer des dommages, si c'est une information négative, un obstacle, etc., ou réparatrice. Moi, je ne peux pas dire que systématiquement, dans le chemin de vie de quelqu'un, prendre soin du système nerveux va forcément réparer un organe. C'est complexe un chemin de vie, il y a des choses qui peuvent se réparer ou non, selon ce qu'on a à vivre. Mais potentiellement, théoriquement, le système nerveux, qui est en réparation lui-même, a un effet, en plus, une répercussion immédiate sur tous les organes du corps. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que tous les organes du corps sont régis par le cerveau, à travers le système nerveux. Oui. Quand tu prends un médicament, souvent le médicament, il s'adresse à un endroit du corps. Ça n'a tellement pas de sens que quand tu prends un médicament qui s'adresse uniquement à un organe, sans prendre en compte le système nerveux, quand tu prends ce médicament, il y a des effets secondaires qu'il faut traiter par d'autres médicaments sur d'autres organes. Parce que justement, c'est une vision morcelée, qui n'est pas holistique, comme on dit. C'est-à-dire on ne prend pas en compte. La vision la plus holistique, ce serait apparemment de prendre la totalité du corps dans son ensemble, comme un ensemble. Mais je trouve que la meilleure façon de voir un ensemble, c'est le système nerveux. Parce que le système nerveux est partout. Et qu'il est, quand on le visualise vraiment comme une sorte de réseau hyper actif et avec un projet particulier, souvent le médicament de synthèse chimique ne prend pas soin de ça. Il n'est pas inscrit à l'intérieur du médicament de prendre en compte cette vision d'ensemble. Alors, je ne dis pas qu'il y a des fois, il y a eu des médicaments chimiques qui ont pu permettre à certaines personnes, dans certaines époques, de ne pas mourir, par exemple. Parce qu'il y avait une agression particulière, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Mais il y a quand même une vision à la base de cette médecine chimique, la médecine classique, qui est problématique pour moi. Il faudrait réintroduire une vision du chemin de vie d'une âme à l'intérieur du corps humain. Oui. C'est la réalité de la vie sur Terre. Ben voilà. Donc en fait la différence c'est que nous, si on le sait, on peut l'encourager ou l'accompagner ou le vivre en conscience. D'abord ne pas nuire, comme on dit dans la médecine à l'origine. C'était une formule qui était très belle, d'abord ne pas nuire. Nous, en tant qu'êtres humains, d'abord ne pas nuire au processus d'émergence de l'âme. D'abord ne pas nuire à la direction de notre chemin de vie. Donc accompagner, ça voudra dire ça, ça voudra dire ne pas nuire. Il y a toutes sortes de choses. Moi, je rencontre encore des personnes qui disent oui, mais enfin, prendre un petit peu de ce genre de substance de temps en temps, ça fait pas de mal, tout ça. Si on a conscience de comment fonctionne un système nerveux, de sa vulnérabilité, de sa sensibilité, il y a beaucoup de choses qu'on prend pour des choses sans conséquences qui ont beaucoup de conséquences. Je veux dire, quand je parle de réparation, par exemple, je parle souvent à des personnes qui ont pris des substances, des drogues, parfois très jeunes, et qui ont arrêté, souvent, qui se sont plus intéressés à la démarche spirituelle, mais qui n'ont pas conscience que la plupart des symptômes qu'ils ont encore à ce jour sont dus à une tentative de réparation du système nerveux qui est prolongée, qui est due à ce qu'ils ont pris même 10-15 ans auparavant. Et ce processus, avec certaines drogues, est assez long. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils peuvent finalement, dans un cercle vicieux, retourner à la médecine chimique en essayant de prendre des médicaments qui vont contrer les effets de réparation du système nerveux à cause des substances qu'ils ont pris qui ont créé des dommages. La réparation, c'est aussi ça. C'est pas juste une réparation d'un système nerveux qui doit incarner des grandes valeurs. Ça, c'est la phase lumineuse. C'est la réparation d'un système nerveux qui a subi des agressions diverses et qui cherche, même un traumatisme par exemple, peut prendre des années. Le système nerveux ne laisse pas le traumatisme tout seul, parce que c'est un circuit d'apprentissage sombre, le traumatisme. Et donc, le système nerveux tente de rétablir
le centre de contrôle tente de rétablir un équilibre en même temps que tout le reste. Des fois, il peut être un peu débordé, surtout si on lui rajoute des médicaments, des fois des médicaments qui lui font croire laisse tomber, centre de contrôle, c'est moi qui m'en occupe. C'est le médicament qui dit je vais m'occuper de tout. Ce qui arrive, parce qu'il y a des fois des systèmes qui sont là pour modifier ce qui se passe au niveau neurologique. Et donc on peut arriver à donner une information extérieure au cerveau en lui disant t'en occupes plus, c'est moi qui m'en occupe. C'est ce qui fait les symptômes de dépendance et puis de sevrage après, c'est quand tu retires au cerveau qui lui a lâché l'affaire, quand on lui retire une substance chimique, le cerveau est obligé de réapprendre un fonctionnement qu'il a abandonné à cause du médicament chimique. Donc comme il est obligé de réapprendre, il repart à zéro. C'est un cerveau de bébé. Et donc la personne vit des symptômes. Le médecin ne lui dit pas forcément, vous savez, vous allez avoir longtemps des symptômes de réparation qui viennent du fait que le cerveau essaie de réapprendre à fonctionner comme il faisait avant le médicament. Donc comme la personne en a marre au bout d'1 an et demi, elle demande des médicaments, ce qui la ramène au point où le cerveau va être obligé de court-circuiter son système et de réapprendre 10 ans plus tard s'il a le temps, etc. Donc prendre soin du système nerveux, c'est aussi, et c'est une forme de message qu'on peut donner aussi en passant, c'est que, attention, on peut forcer dans un système nerveux des expériences assez spectaculaires. On peut créer des expériences très fortes d'excitation, de force, de puissance, de joie. On peut forcer le système nerveux. Et on le force, mais quand on le force, il y a des conséquences assez dramatiques. C'est que le système nerveux n'est pas fait pour être forcé. L'émergence de l'âme, c'est un processus progressif et lent. Les substances qu'on prend, même dans un cadre dit de développement personnel ou dans une hutte à sudation ou pour des raisons mystiques, auront des conséquences sur le système nerveux qu'il faudra réparer. Que le système nerveux va devoir réparer. On lui donne en plus la charge de ça. C'est même pas nous qui réparons. Par contre, c'est nous qui avons créé les dommages. Dès la première minute, au moment où on prend conscience de l'existence du chemin de vie et de ce que ça veut dire que l'accompagner, on restaure une forme d'équilibre et de soulagement, d'ouverture, de lumière à l'intérieur de sa propre vie. Dans ce processus de guérison, ça vient guérir toutes les désharmonies ou les déséquilibres qui sont aussi le résultat de tout ce qu'on a vécu. Tu parlais des substances qu'on a prises, mais il y a aussi les circonstances de vie, les expériences de vie. Et j'ai l'impression que quand on commence à entrer dans cette démarche, consciemment, on permet à ça de se vivre dans le corps, quoi. Cette réparation. Est-ce que dans ton expérience, tu dirais que cette incarnation des valeurs à travers le système nerveux dans le corps, elle est quand même liée ou dépendante du collectif? On tire la conscience collective avec soi parce qu'on ne peut pas vraiment se distinguer complètement, un peu mais pas complètement, de l'ensemble. Et donc il y a aussi une limitation comme ça dans cet ensemble, mais il y a aussi des moments de choc, des moments impressionnants qui peuvent être vécus et qui font partie de la démarche. C'est-à-dire que c'est comme un petit peu comme des leviers ou des moments où le système nerveux est bousculé pour amener quelque chose de différent dans son fonctionnement. Ça me fait penser, moi, à une image que j'ai encore vue ce matin en image, justement. C'était comment la Terre s'est formée à l'origine et comment elle était une boule inerte, potentiellement avec plein de choses à l'intérieur, mais inerte, jusqu'à ce qu'une météorite vienne la percuter il y a plusieurs centaines de millions d'années. Et quand cette météorite a été percutée, elle a provoqué une série de phénomènes en cascade, les uns derrière les autres et dans une séquence absolument parfaite pour amener la vie. C'est-à-dire que la vie a été amenée par un choc. Donc on prend soin du système nerveux en essayant d'éviter les chocs au système nerveux, mais il arrive que dans l'intelligence du vivant, certains chocs aient leur place aussi. Donc on ne peut pas non plus, et c'est important de le voir aussi pour sa propre vie, il y a des choses qui nous échappent un petit peu, et parfois même plus tard dans sa vie, il y a des événements
qu'on prend sur le coup comme des chocs en se disant mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, ça va être terrible, et qui en fait produisent un effet de transition, une phase de transition dans un système, comme la météorite sur une planète qui était devenue inerte. Des fois, tu as des chocs qui durent longtemps et tu te dis, j'arrive pas à voir le bénéfice. Sans ce choc qui a duré longtemps, il n'y aurait pas de vie. On ne serait pas en train de parler de l'émergence de l'âme et de la nostalgie de l'amour. C'est un choc qui a un pont provoqué avec ça. Ouais. ce moment-là Ouais. de l'émergence de la vie. Et oui. À des millions d'années de distance, on a une intrication quantique entre le choc de la météorite sur la Terre et le moment où on est là, en train enfin de pouvoir parler de l'émergence de l'âme.